Alors bonjour et bienvenue à Histoire de la capitale, une balado qu'on fait ici à la CCN pour marquer notre 125e anniversaire. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Michel Prévost, qui est le président de la Société D'histoire. Histoire de l'Outaouais, c'est Tout à, correct. tout à fait. Oui, et puis Heather Thompson, qui est notre gestionnaire du programme de patrimoine. De Très patrimoine, bien. merci. Bonjour et merci d'être ici avec moi. C'est un plaisir. Alors, on va discuter un peu l'histoire de la CCN, mais aussi l'histoire de la région. Et Michel, je sais que vous êtes un expert dans ces questions. Alors, je veux commencer avec une question pour situer euh, notre écouteur dans la région à 1899. Alors, si on était ici dans l'année quand la CCN, the Ottawa Improvement Commission, qui était là avant la CCN, a été fondée, quelle était la situation ici dans la région? Est-ce que vous pouvez décrire un peu l'état, l'esprit qu'on a eu à cette époque-là? Ben, il faut savoir qu'en 1897, la fonction publique occupe pas une place comme aujourd'hui. Ottawa et plus encore Hull sont plutôt des villes encore très industrielles. En fait, la fonction publique là, va grossir surtout après la Seconde Guerre mondiale. En 1897, Ottawa, Hull repose encore énormément sur l'industrie du bois. Par exemple, du côté où est-ce que les plaines de Breton aujourd'hui, c'était la G.R. Booth. Alors, vous aviez du bois partout, partout, des grandes séries. Et du côté de Hull, vous avez la BED. Et en 1899, on a commencé les papetières. BED s'est lancé dans les papetières, mais on a encore les séries. Hull est considéré comme la capitale, souvent on dit mondiale des allumettes, mais on fabrique des millions d'allumettes à chaque jour, du bois scié, on en a partout. On fabrique du carton et le long des chutes des chaudières et du ruisseau de la brasserie, ce n'est que des industries. Par exemple, vous avez ce qui va devenir la Canada Parkers, qui était un abattoir salaison. Vous avez le domaine d'alimentation, le lait également. Alors, tout ça, aujourd'hui, est beaucoup disparu, mais il ne faut pas oublier qu'en 1900, Hull est le troisième centre industriel du Québec. C'est sûr que la population, c'est pas du tout comme aujourd'hui. À Ottawa, ben, c'est quand même plus que 50 000, mais à comparer à plus d'1 million aujourd'hui. Alors que Hull, qui est la plus grande ville de l'Outaouais, dans le recensement de 1901, c'est 14 000 habitants. Puis à l'époque, c'était considéré comme une très grande ville. Et il y a d'autres petites villes, Elmer, Pointe-Gatineau, Buckingham. La ville de Gatineau, par exemple, là, qui va plus tard, là, dans les années 20, va venir Gatineau Mills, n'existe même pas. Tout autour, vous avez beaucoup de champs. L'agriculture, aujourd'hui, c'est des habitations partout, mais que ce soit à Ottawa ou que ce soit à Hull, vous avez encore beaucoup d'agriculture. D'ailleurs, le marché Baye, qui est le plus vieux marché du coin, à l'époque, est très, très vivant. C'est important aussi de souligner que Ottawa, Hull, c'est des grandes villes ferroviaires. Il y a beaucoup de voies ferrées. En fait, la première voie ferrée à Ottawa, c'est 1854 pour rejoindre Prescott, mais ça va beaucoup se développer dans la Seconde Guerre, la seconde moitié du 19e siècle. Puis, aujourd'hui, on oublie l'importance des voies ferrées.
c'était le principal moyen de communication, mais aussi les marchandises. Et les villes qui n'étaient pas reliées ou les villages qui n'étaient pas reliés par les voies ferrées déclinaient. Alors pour ça, Ottawa, 1854, Hull, dès 1877. Alors c'est des villes qui bougent beaucoup au tournant du siècle, mais je dois vous dire que ce n'est pas de très belles villes parce que c'est très industriel. Ouais. Et à l'époque, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de pollution et on n'a pas, comme aujourd'hui, des plans d'urbanisme. Alors, le développement s'est fait d'une façon anarchique et en 1899, les secteurs les plus délabrés, c'est le long du canal Rideau. C'est près des chutes Rideau, c'est le long de la rivière des Outaouais, les deux côtés de la rivière, le ruisseau de la Brasserie. Alors, c'est ce qui explique qu'en 1884, c'est Wilfrid Laurier va faire une déclaration qui a peut-être choqué le monde, mais je vais vous lire mot à mot ce qu'il a dit, parce que ça situe bien ce qui était la ville. Et je le cite, « Je m'en voudrais de faire un commentaire désobligeant au sujet de la capitale, mais il est difficile d'en dire du bien. Ottawa n'est pas une belle ville et elle ne semble pas destinée à en devenir une non plus. » Mais Sir Wilfrid Laurier a une vision. Il a vu que Ottawa avait le potentiel de devenir le Washington du Nord. Et c'est pour ça qu'en 1899, il a créé la Commission d'embellissement d'Ottawa. C'est pour ça que cette année, c'est important de souligner le 125e anniversaire de la Commission de la capitale nationale. Parce que quand les gens disent « Ah, c'est donc beau, il y a beaucoup de verdure, que la rivière des Outaouais est mise en valeur », mais c'est parce qu'il y a des gens avant nous qui ont planifié ce développement-là. Et ce qu'on a en 2024, mais c'est le résultat de ce qui a commencé en 1899. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Absolument. Et puis, vous avez parlé d'un plan d'urbanisme. Alors, quelques années plus tard, on a embauché M. Frederick Todd, qui était, je pense, le premier urbaniste qui a discuté un peu les idées, la vision pour la capitale. Heather, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Frederick Todd était une personne importante pour notre histoire ou non? Discuter. Tout à fait, absolument. Et je pense que c'est intéressant parce que Frederick Todd a un peu corrigé la vision peut-être de Laurier parce que en disant que Washington, même si c'est très beau, il n'y a pas toutes les merveilles naturelles que la région ici est chanceux d'avoir. Alors, il a reconnu les rivières, l'escarpement, toute la beauté, les chutes, chaudières, et même si c'était un peu couvert d'industrie de bois à l'époque, il a reconnu qu'il y avait beaucoup de potentiel pour amener les gens à apprécier la rivière, amener les gens pour profiter de la beauté naturelle de la région et de la ville, des deux villes en fait. Alors ça c'était, je sais pas, je pense que c'était une petite correction peut-être à la vision de Laurier, même si Laurier aussi il voulait juste embellir la ville. Hein? En fait, Laurier avait plus une vision Ottawa. Alors que Todd est le premier à avoir identifié les collines de la Gatineau comme étant à protéger. Et c'est dans ce sens-là qu'il est visionnaire, mais c'est un urbaniste, mais aussi paysagiste. En fait, il avait même travaillé avec Homestead à New York, qui est responsable là, du grand parc Central Park. Et pour lui, ce qu'il cherche, c'est le pittoresque. Et pour lui, la nature doit faire partie de la ville. Alors, dans ce sens-là, c'est sûr que ça ne va pas se réaliser tout de suite, mais on peut dire que Todd a été un visionnaire, puis on a été chanceux, en fait, qu'il vienne travailler ici à Ottawa pour la commission d'embellissement. Et j'ajouterais aussi, quand je dis qu'au départ, on ne pensait pas du côté québécois, parce qu'il y a 4 membres à la commission, commission d'embellissement, mais il n'y a seulement qu'un représentant d'Ottawa. On n'a pas encore la vision
de région de la capitale nationale. Ce n'est seulement que quand Sir Herbert Todd Holt, va pour la première fois parler de district fédéral et de penser à l'autre côté de la rivière. On parle d'Ottawa, Hull, mais surtout, encore une fois, des collines de la Gatineau. Malheureusement, le rapport est déposé en 1915 et on avait fait aussi appel à Edward Bennett, qui est aussi un urbaniste, paysagiste visionnaire. Et en 1915, le rapport Holt est le premier à parler de district, sauf qu'on est en pleine guerre mondiale et ensuite, il y a eu des difficultés, il y a eu crise financière après la Première Guerre mondiale, ce qui fait que ce n'est qu'à la fin, au milieu des années 20, qu'on a repris l'idée là, d'investir pour embellir la capitale. Et en 1927, ben, le rêve devient réalité, c'est la création de la commission du district fédéral. Alors là, on a vraiment l'idée qu'on a aujourd'hui là, de région de la capitale nationale. Et c'est pas long après ça qu'on a créé le parc Jacques-Cartier, par exemple, aussi, qui a commencé à développer plus un caractère de parc sur l'autre côté au lieu des industries. Hein? Ben, tout à fait. C'est que les premiers endroits qu'on veut embellir du côté de Hull, ben, c'est le long de la rivière des Outaouais. Et le premier poste, c'est le parc Brébeuf et le parc Jacques-Cartier, mais le parc Jacques-Cartier est plus intéressant parce qu'il est vraiment au centre-ville. Alors, on va commencer par acheter ce qui est à l'ouest du pont Alexandra. Et aujourd'hui, on a totalement oublié, mais il y avait un chantier naval, l'Ottawa Transportation Company. Et en 1941, la CCN va acheter tout ce secteur-là et va hériter de la plus vieille maison de Hull, qui est la maison Charon, qui avait appartenu à Philemon Wright et aux descendants de la famille Wright. Mais finalement, la CCN achète cette magnifique petite maison qui est unique. C'est une des deux seules maisons qui existent encore de la période de Philemon Wright. Philemon Wright, qui est le premier, là, on dit qu'il est le fondateur du canton de Hull, va jouer un très, très grand rôle dans la région, surtout dans la première moitié du 19e siècle, puis dans la deuxième moitié, c'est surtout B&D, mais c'est quand même intéressant. La CCN avait des visions, pas à l'époque, mais la commission du district fédéral avait des visions sur tout ce qui était le long de la rivière. Alors, on va aller chercher aussi au bout, là, où est-ce qu'il y a l'embouchure du ruisseau de la brasserie. Bien, il y avait une grande usine, là, de la Gilmore, qu'on va s'approprier de la Gilmore, mais il reste encore des terrains intéressants parce qu'il y avait une grande usine de textiles, la Woods, qui employait là, à la Seconde Guerre mondiale plus de 500 personnes. C'est un très, très grand bâtiment. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a un déclin du textile de l'usine de la Woods qui avait très, très bonne réputation. Et en 1960, la CCN va acheter aussi la Woods. Merci. Je voudrais juste revenir pour quelques minutes sur l'histoire de la CCN. Et je sais que dans les années 20 et 30, on a un nouveau premier ministre, M. Mackenzie King. Et Heather, il a ses propres idées comment avancer la vision de la capitale. Pouvez-vous parler un peu de la rôle de Mackenzie King et la relation qu'il a avec Monsieur Jacques Rébert? Mais oui, alors c'est intéressant que oui, King était aussi un peu très très proche avec Laurier, hein, en fait. Les deux hommes étaient très proches et avaient je pense qu'il a beaucoup partagé les visions de Laurier. Alors il a un peu pris la suite de ça. Et aussi, il a eu la chance de rencontrer Jacques Rébert et il a eu plusieurs discussions avec lui. Et il l'a engagé de venir regarder la situation ici à Ottawa, la capitale, et de faire un plan qui était encore plus robuste que les plans d'avant.
Et peut-être, Michel, est-ce que je sais que tu voulais parler un peu à propos de King là-dessus. Ben, je vais parler, on va revenir à la fin sur le parc de Gatineau et je reviendrai sur Mackenzie King. Mais oui, alors le plan Grébert était vraiment transformateur. Il y avait des grands projets là-dedans. Beaucoup étaient basés sur les idées de Todd, sur les idées du plan de Holt Bennett aussi, mais ça allait plus loin. Alors c'est vraiment, il y avait des gros projets envisionnés, comme par exemple enlever les voies ferrées. Comme Michel avait parlé, qui était partout dans le centre-ville. Il voulait enlever ça, enlever l'industrie, en fait, du centre-ville, mais viser un peu sur les promenades, les parcs, de créer des espaces, des îlots pour le secteur public, pour de travailler, de créer le parc de Gatineau, encore plus d'élaborer plus l'idée du parc de Gatineau. Alors, et la ceinture de verdure aussi. Alors, il y avait des gros projets transformer le breton. Et ensuite, avec la loi sur la capitale nationale qui a créé la CCN, ça s'est donné le pouvoir de la CCN d'implémenter le plan Grébert, qui était vraiment avec des expropriations, avec des budgets pour mettre en œuvre ces projets-là. Alors, c'était vraiment ça a beaucoup transformé la capitale des deux côtés de la rivière. On ne dira jamais assez l'importance du plan Grébert en 1950. Ce qu'on a aujourd'hui, ça relève beaucoup du plan Grébert, des choses très, très positives. D'autres choses, aujourd'hui, on se questionne sur l'idée d'avoir enlevé les voies ferrées. Grébert avait demandé la démolition de la gare, Oui. alors la gare centrale qui est aujourd'hui un joyau Et un du bâtiment désigné. patrimoine, exactement. Et ce qui, dans le fond, fondamentalement, c'est que Grébert disait que la vocation industrielle au centre d'Ottawa, de Hull, c'était pas digne d'une grande capitale. Et ça va prendre du temps, ça va se réaliser en 1972. Ce qu'on n'aimait pas en particulier, c'est de voir juste en face du Parlement, de la colline parlementaire, des montagnes de bois et la fameuse usine de la EBD. Et finalement, en 1972, la CCN va acheter ce qui est aujourd'hui le site où est aujourd'hui le Musée canadien de l'histoire. Et on va faire disparaître l'ancienne usine, on va enlever toutes ces montagnes. Et là, on dit qu'on a beaucoup embelli la vue à partir de la colline parlementaire, mais aussi on a amélioré la qualité de l'air et moins de pollution dans la rivière des Outaouais. Et ça faisait aussi partie d'un projet d'embellissement, là. Et Grébert aurait été très content de voir disparaître juste en face l'usine et ses monticules de bois parce que encore dans les années 70, la EBD fonctionne quand même à plein régime et occupe un très, très grand site, là. C'est intéressant comment il y a tellement de transformations qui a eu lieu, mais encore, comme vous avez mentionné, il y a des vestiges, en fait, de chaque époque, hein, comme la Maison Charon, on a le tour de lessivage juste à côté du musée qui est resté un peu après de EBD. Mais qui n'est plus à la CCN, ça a non, été transféré au musée, mais c'est triste. Quand même c'est triste de voir qu'il n'y a aucune mise en valeur. Je fais des visites guidées dans ce secteur-là et il y a une plaque sur Laurier, mais quand on est près de la tour de lessivage, il n'y a aucune interprétation qui est faite et c'est pas la faute de la CCN, là. Mais il y a aussi, oui, dans le portfolio de la CCN, on a le bureau Gilmore-Houston qui est plus loin dans le parc, maintenant la maison du vélo. Mais c'est intéressant les vestiges qui existent, qui rappellent un peu l'histoire, mais c'est tellement différent que ce que c'était à l'époque. Et c'est pas mis assez en valeur. Ça prend plus de panneaux d'interprétation. Oui. Bon, il y a toujours le vandalisme, mais il faut s'assurer, on met des matériaux qui ne coûtent pas cher, puis on peut remplacer. Encore une fois, ça, c'est le président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Il faut diffuser plus notre histoire. Vu que Mackenzie King a joué un rôle dans l'établissement du parc de la Gatineau, peut-être c'est le moment de parler un peu de l'histoire du parc. Michel?
Ben, en fait, certains considèrent Mackenzie King comme le père du parc de la Gatineau, mais il faut savoir que la même année où Todd dépose son rapport, 1903, Mackenzie King achète une première propriété et ça va être à l'origine du fameux domaine Mackenzie King. Alors, Mackenzie King connaît bien l'endroit, il aime la nature, mais il voit dans les années 30 que le parc, ce qui est le parc aujourd'hui, le site se détériore parce que c'est la grande crise et les gens vont chercher du bois. On a besoin de beaucoup de bois de chauffage et on est en train on fait des coupes à blanc. Et Mackenzie King et la population aussi. Il faut dire que dans les années 30, c'est des citoyens du coin qui demandent au gouvernement d'intervenir. Et j'ai trouvé une très belle citation dans un discours de Mackenzie King qu'il a fait devant le Parlement. Et il décrit ce qui est aujourd'hui le parc de la Gatineau, des coteaux complets ont été entièrement dépouillés de leurs arbres. On y a laissé des zones dévastées qui ne sont rien d'autre qu'un amas stérile de pierres et de sols érodés. Ruisseaux et sources se dessèchent et la faune qui peuple les forêts et les eaux est en train de disparaître. Alors, c'est incroyable comment c'est frappant. On était en train de perdre les magnifiques collines de la Gatineau. Alors, c'est pour ça qu'en 1938, on crée officiellement le parc de la Gatineau. C'est sûr qu'au départ, c'est 6 000 hectares, c'est très petit, là, mais c'est vraiment à partir de 1950 avec le plan Grébert. Dans le plan Grébert, c'est très, très clair qu'on appuie la création d'un grand parc. Et en quelques années, on va passer là, à plus de 35 000 hectares. En 1950, Mackenzie King décède et lègue à la nation son domaine et un endroit qui va être annexé au parc de Gatineau beaucoup plus tard, en 1994, mais qui est mon endroit préféré, c'est la vallée Meech. La SAO, la Société de développement de l'Outaouais, avait exproprié au début des années 70 les fermes de la vallée Meech pour créer un zoo. Un projet que personne ne voulait puis qu'on ne réaliserait pas, qu'on n'a jamais réalisé. Et heureusement, en 1994, il y a eu un transfert de propriété et tout ce secteur-là a été annexé. Et c'est vraiment magnifique. Là. À l'automne, je trouve que c'est le plus beau secteur du parc de la Gatineau. Les paysages sont magnifiques. Moi, je me dis que le parc de la Gatineau, c'est le plus beau joyau du côté québécois et je sais que pour la CCN, c'est une très grande fierté et je ne peux pas m'imaginer la région sans le parc de la Gatineau. D'ailleurs, quand on a acheté notre propriété dans les années 80, on avait demandé à l'agent une maison près du parc de la Gatineau. Alors, je suis à deux maisons du parc de la Gatineau et je l'ai beaucoup utilisé. Et je pense qu'il y a une grande fierté de la population des deux côtés de la rivière. Ça fait longtemps même que les gens d'Ottawa vont du côté québécois pour profiter des collines. On me disait que Lady Aberdeen, la femme du gouverneur général là, à la fin du 19e siècle, partait en excursion pour découvrir ce qui est aujourd'hui le parc de la Gatineau. Alors, il y a une longue tradition et si on a le temps, peut-être une petite anecdote. Il y a plusieurs années, la CCN m'a invité avec d'autres. On a fait le tour du parc de la Gatineau pour identifier des lieux patrimoniaux. Et dans la vallée Meech, où est-ce qu'il y a le magnifique petit pont couvert, on découvre dans un champ un cimetière totalement abandonné, le cimetière des Baldwin.
Et l'herbe, il y avait des arbres qui avaient poussé. On ne pouvait plus entrer, c'était clôturé, mais on ne pouvait plus entrer. Et j'avais dit à la CCN, ces gens-là ont été expropriés. Vous avez exproprié, pas vous, là, mais l'ancêtre, vous avez exproprié et je crois que la CCN a un devoir de mémoire, de rendre hommage à ces pionniers-là. Et je suis retourné 1 an ou 2 après et la CCN avait totalement nettoyé le cimetière. Maintenant, il y a une plaque historique et on a recommencé à enterrer des membres de la famille Baldwin. Alors, on peut dire que le cimetière est toujours vivant aujourd'hui. Alors ça, c'est le genre de petite découverte qu'on fait dans le parc de la Gatineau. Moi, j'adore les ponts couverts. On en a moins que... Autrefois, il y en avait plus de 100 en Outaouais. Il en reste moins de 10 et il y en a 2 dans le parc de la Gatineau, le pont de la Vallée Meech et aussi celui sur la rivière La Pêche, là, à l'entrée du lac Philippe. Alors, c'est des joyaux à préserver, ça également. Absolument. Bien, je dois dire merci beaucoup, Michel, parce que je pense que grâce à vous et à d'autres, comme le cimetière Baldwin, ça fait partie de notre plan culturel pour le parc et notre inventaire de patrimoine. Et c'est vraiment, je pense que on fie beaucoup sur des groupes de patrimoine, des intervenants, des gens qui connaissent beaucoup à propos de l'histoire de la région pour nous aider parfois à identifier ces lieux-là, parce que parfois il y a tellement de terrain pour nous dans notre portfolio à gérer parfois, et aussi parfois les gens sont pas au courant de l'importance de ces lieux-là. Alors merci beaucoup pour ça. Ouais. J'ai une autre petite anecdote concernant ça. On est au parc du Lac-Limy et c'est M. Baudry à l'époque qui est là. Et je dis à M. Baudry devant tout le monde, il faudrait des panneaux d'interprétation au parc. Et M. Baudry dit oui, oui, oui. Et après, il y a quelqu'un, je ne nommerai pas, mais de la CCN qui vient me voir, puis il dit, nous, ça fait longtemps qu'on le demande à l'interne. Mais là, il dit, quand ça vient de la population, quand ça vient des groupes de l'extérieur, ça a plus de poids. Et aujourd'hui, si vous allez au parc du Lac-Limy, là, il y a des beaux panneaux d'interprétation. Alors, je pense que c'est vrai, la population ne devrait pas hésiter à faire des pressions auprès de la CCN quand on voit, par exemple, la maison de la ferme Méconnell, là, en face du cimetière Bellevue, qui tombe en ruine. Alors, je pense que c'est important que la population, surtout du secteur Elmer, fasse des pressions auprès de la CCN pour dire, ben, il faut restaurer ce bâtiment-là avant qu'il tombe en ruine. Très bien. Alors, on est maintenant dans les années 60, 70. Quels sont les événements les plus importants, depuis que on a établi le parc de la Gatineau? Quels sont dans les dernières 30, 40 années, Heather, les événements, les développements les plus importants, selon toi? Bien, je pense que peut-être, Michel, ça serait bien de parler un peu à propos des expropriations dans le vieux hall, hein, parce que quand même, ça, c'était... ce qu'on voit maintenant, les complexes portages, c'est tellement présent maintenant dans le paysage, mais on a complètement enlevé le cœur du vieux hall pour ce projet-là, ces multiples projets. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez parler un peu à propos de ça? Oui, j'ai fait des visites guidées de ce secteur-là. En 1968, c'est l'élection du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau et il y a une promesse qui est faite que 25% des emplois au fédéral seraient du côté québécois. Et on a décidé de faire une cité là, fédérale dans le vieux hall. Certains diront aussi la montée du nationalisme québécois et le fédéral veut être plus présent au Québec et on va s'installer juste de l'autre côté de la rivière. À cette époque-là, on a exproprié là, à partir de 1969, là, phase 1 jusqu'à phase 4, ça va s'étaler sur 10 ans, entre 69 et 1979. On va exproprier plus de 5000 personnes. On va démolir plus de 1000 bâtiments. Et à l'époque, il n'y a aucune consultation.
les gens reçoivent une lettre et ils sont expropriés. Alors, ça a été un bouleversement c'est incompréhensible qu'on ait fait ça aussi brutalement à l'époque. Puis là, ça a été fait par la CCN, mais je viens d'écrire un article sur la construction du boulevard des Allumetières. Et là, c'était le gouvernement du Québec et on a fait la même chose. Il n'y a pas de BAP, il n'y a pas de consultation à l'époque, mais on a détruit la vie culturelle, la vie sociale. Les institutions sont disparues. La paroisse Notre-Dame, qui était la plus vieille paroisse du côté de Hull, va mourir parce que en 1971, la grande église va brûler et les Oblats ont été pris avec un éléphant blanc. Ils ont dit on n'a plus de citoyens. La population de l'île de Hull va passer là, de plus de 25 000 habitants avant à peu près 13 000. Alors, imaginez-vous le choc, mais aussi une grande perte pour le patrimoine bâti. On a démoli, par exemple, le palais de justice, le bureau d'enregistrement. Et à l'époque, on avait quand même des bonnes volontés parce qu'on va faire la même chose dans la basse ville d'Ottawa. Les quartiers historiques ces quartiers-là étaient les plus anciens. Donc, il y avait un parc immobilier qui s'était très détérioré. Les rues étaient très étroites. Et dans le plan Grébert, on a ça aussi. Grébert favorisait beaucoup l'automobile. Il n'est pas le seul, là. Après la Seconde Guerre mondiale, partout, l'auto est la reine, la voiture est reine et on veut faciliter les déplacements. Alors, c'est là qu'on fait des grandes rues. On a construit ces bâtiments-là là, dans le Vieux-Hall, mais il fallait des rues. Alors, boulevard Maisonneuve, là, on a exproprié énormément de gens et ce qu'on regarde aujourd'hui, là, c'est beaucoup béton. Si vous comparez avec le boulevard des Allumetières, c'est le jour et la nuit. Et aussi, la CCN, au début des années 70, va financer la construction du pont du Portage. Alors, on a complètement changé. Quand on regarde les photos, quand je fais mes visites guidées, là, j'apporte des photos et il n'y a pas beaucoup de villes où tu ne peux pas reconnaître leur centre-ville. Parce que tout a été changé et le gouvernement du Québec aussi a eu une petite partie là, où est-ce qu'on a construit l'édifice Joe Montferrand. Et là, les gens se demandent toujours, mais pourquoi les gens n'ont pas protesté? Mais il faut savoir que le projet du gouvernement fédéral, de la CCN, était appuyé par le gouvernement du Québec, par la ville de Hull, mais aussi par la Chambre de commerce de Hull. Parce qu'on avait pensé que ces milliers de fonctionnaires qui arrivaient du côté de Hull, ces gens-là étaient pour aller magasiner sur la promenade du Portage. Il y avait des magasins de meubles à l'époque, que les gens étaient pour rester le soir, aller manger dans les restaurants. Et c'est pas ça du tout qui s'est produit, ce qui fait que la rue principale, qui va devenir la promenade du Portage, qui était très dynamique avant l'arrivée des édifices fédéraux, va vraiment péricliter. Et aujourd'hui, aller sur la promenade du Portage le soir, une fois que les fonctionnaires sont partis, puis on sait que depuis la pandémie, il y en a de moins en moins, il y en a beaucoup moins. Alors, il y a un manque de vie là, sur la promenade du Portage. Si on exclut là, le secteur qu'on appelle Place Aubry, là, où il y a de la vie. Mais même encore aujourd'hui, on peut dire que les expropriations qui ont été faites à partir de 1969 ont encore un très grand impact sur le centre-ville. La population va recommencer à croître parce que là, on construit beaucoup de tours d'habitation, mais je pense qu'on va vivre encore longtemps avec les impacts des expropriations qui se sont faits dans les années 1970. Et si on faisait la même chose aujourd'hui, ça se ferait différemment, ça c'est certain, mais c'était l'époque. On aurait pensé que la CCN peut-être
avait pu apprendre quelque chose à propos de l'expropriation, vu que dans les années 60, on a eu la situation sur les plaines Le Breton. Mais je pense pas, hein, Heather? Mais c'est ça, je pense que c'était le même, Tout à fait. plus ou moins la même époque, mais aussi les mêmes mentalités, parce que ça, c'était l'époque des grands plans. On a un grand plan, on le met en œuvre et c'est ça, et sans consultation. Alors, c'était exactement la même chose à Le Breton où les gens recevaient des lettres, ils étaient expropriés. Et alors, il y avait beaucoup de misère aussi par ta communauté, comme vous avez mentionné aussi. Exactement. Ouais. Petite anecdote concernant ça. Quand on a lancé le projet des Plaines de Breton, je pense que c'était lors d'une consultation publique. Et là, il y avait tous les commissaires qui viennent de partout au Canada. Et celui qui a fait la présentation a dit que c'était sur des terrains vacants. Alors, tout de suite après, je suis intervenu, puis j'ai dit quand même, vous devez rappeler qu'il y avait une population, là, avant les années 1960, et que c'était une classe ouvrière défavorisée, mais que c'était habité et que la CCN avait quand même un devoir de mémoire et de pas tout simplement dire que c'était des terrains vacants. Puis à l'époque, c'est pas seulement que la CCN, là, il y avait, on appelait ça Ottawa-Carleton, là. Mais Heather a tout à fait raison. On regarde partout l'idée d'avoir des consultations publiques, l'idée d'informer. C'était pas encore dans les mentalités, là. Heureusement, les choses ont beaucoup changé parce que à l'époque, là, les gens attendaient une lettre. Et la lettre te disait, vous allez recevoir tant et vous avez tant de temps pour quitter. Au moins, quand on regarde dans le vieux hall, on a commencé tout de suite à construire. Alors que quand on regarde dans les plaines Le Breton, quand on regarde pour ce qu'on appelait l'axe McConnell, l'Aramin-McConnell, les terrains sont restés vacants pendant 30 ans et on voyait encore les fondations des maisons et c'était devenu des dépotoirs. Alors, imaginez-vous pour les familles qui avaient été expropriées très, très rapidement et se dire, ben, on n'a rien construit. Et nos maisons sont devenues des dépotoirs. C'était très dur pour ces gens-là. Mais dans le vieux hall, on a exproprié, mais on a construit tout de suite, là. Alors, si ça peut, un petit baume. Oui. Dans notre projet qui est en marche maintenant avec le Breton, on avait fait un projet d'histoire orale, peut-être vous savez à propos de ça, mais on a demandé pour que les gens puissent nous envoyer des histoires, de partager des histoires à propos de leur vie, leurs expériences, leur famille qui étaient là. Et on a entendu beaucoup de belles histoires, en fait, juste de la vie avant les expropriations, mais aussi juste, la peine des expropriations, c'est sûr. Alors, on a fait, sur notre site web en ce moment, on a comme on peut écouter un peu quelques histoires que les gens racontent à propos de cette époque-là et après aussi. Parce que, comme vous avez dit, pendant que c'était vacant, ben, il y avait aussi des autres vocations qui ont pris place, comme le camping. Des dépotoirs à neige. Non, ben, il y avait plusieurs choses entre-temps qui ont pris place. Mais il était temps de le faire. Ben oui. Parce que les gens vieillissent. Comme cette année, là, on célèbre le 100e anniversaire de la grève des allumetières. Mais avant les années 80, on ne s'intéressait pas aux allumetières, ce qui fait qu'elles sont toutes décédées et on ne peut pas les interviewer. Alors, quand on s'y prend à temps, il faut faire vite, là, parce que ces gens-là disparaissent et avec eux, c'est des pans d'histoire là, qui partent. Alors, c'est très, très important de documenter. Et je sais aussi qu'on a fait des fouilles archéologiques au pied de la falaise, mais pas parce qu'on sait que c'est un site autochtone très important, mais pour documenter le site industriel à partir du 19e siècle. Là. Ça aussi, c'est important, avant de construire, de s'assurer qu'on fait des fouilles archéologiques. Et à la CCN, vous avez tout un projet, et c'est très important aussi, l'archéologie. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est pas important, là.
Absolument. Étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de temps dans notre discussion, est-ce qu'il y a autres développements, autres thèmes que vous voulez discuter, disons, dans les dernières 30 ans, Michel? Ben, moi, je voudrais parler du projet, la mise en valeur du site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau, où est-ce que l'église Saint-François-de-Sales, là. Moi, j'avais arrêté de faire des visites guidées dans ce secteur-là parce que ça s'était trop détérioré. Mais dans les années 2010, en collaboration avec la ville de Gatineau, souvent on sait qu'il y a des frictions entre les villes et la CCN, mais il y a aussi des projets intéressants. Et la ville et la CCN ont investi 42 millions là, dans ce secteur-là et on a redonné vie au secteur, la grande promenade le long de la rivière Gatineau et des Outaouais. Le parc Abinan, c'est merveilleux. Là, on rend hommage aux Autochtones et c'est agréable là, de faire des visites guidées dans ce secteur-là. Alors ça, je trouve que c'est un bel exemple là, quand on dit qu'on veut embellir, qu'on veut améliorer. Puis là, il y a des restaurants qui commencent à s'installer. Il y a beaucoup de vie. La verdure, déjà, même si ça ne fait pas énormément d'années, déjà les plantes, les fleurs, les arbres, c'est vraiment un beau projet. Et je dis aux gens, c'est le plus bel endroit pour avoir la vue sur la rivière des Outaouais. Et ceux qui arrivent là pour la première fois réalisent à quel point c'est un beau point de vue qui est de plus en plus connu, mais plus la population de Gatineau. Je pense que la population d'Ottawa et les touristes auraient intérêt à découvrir ce beau secteur. Alors, Pointe-Gatineau, à comparer à ce que c'était avant, c'est le jour et la nuit. Alors, ça, c'est un bel exemple de collaboration. Et l'autre qui est toujours en attente, c'est le ruisseau de la Brasserie, qui est un secteur exceptionnel, mais c'est très difficile de développer. Les terrains sont contaminés. Espérons qu'un jour, ça, c'est un autre joyau qui devra être mis en valeur parce que c'est exceptionnel d'avoir un ruisseau comme ça là, qui entre dans les terres. En fait, c'est pour ça qu'on parle de l'île de Hall. Vous avez le théâtre de l'île. Là, malheureusement, vous avez l'ancien château d'eau était les brasseurs du temps qui vient de fermer. Alors, espérons qu'on va trouver une nouvelle vocation, mais on rêve à la Société d'histoire de voir là, qu'il y ait un sentier là, qui partirait de l'ancien château d'eau et qui se rendrait jusqu'au projet Zibi. Là. Et le maire, un ancien maire, Maxime Penaud-Jobin, lors de sa première élection, avait identifié comme un projet prioritaire. Et là, à part du pont qui a été refait par le ministère des Transports du Québec, et c'est tellement beau ce coin-là, le théâtre de l'île avec toute la verdure. C'est un endroit magnifique, mais qui mérite d'être mis en valeur là, dans les années à venir. Et la majorité des terrains appartiennent à la CCN. Et un autre projet où la Société d'histoire a beaucoup collaboré, c'est la maison Wright Scott. On voulait même construire des maisons de ville tout autour. La Société d'histoire s'est opposée avec l'Association du patrimoine du ruisseau de la Brasserie et finalement, la CCN a acheté le bâtiment, l'a restauré et là, je pense que ça va redevenir habitation comme c'était avant, mais c'est un site extraordinaire. Mais encore là, il n'y a aucune interprétation. Alors, ça serait bien. Je suis content de voir que la maison va être occupée parce qu'un bâtiment qui est inoccupé est souvent la proie des vandales ou des incendiaires. Le bâtiment va être occupé, mais on pourrait faire des panneaux d'interprétation parce qu'on est sur le site du fondateur du canton de Hall, Philemon Wright. Sa maison était un peu plus haut et là, c'était son jardin. La belle maison de Wright Scott, c'était sa petite fille, Nancy Louisa Wright Scott. Et M. Scott était le premier maire d'Ottawa. Oui. Alors, c'est là qu'on voit tous les liens entre les deux rives. Là. Alors, je termine sur ces deux points, mais on pourrait, écouter, il
qu'il y a tellement d'histoires depuis 125 ans. On aurait pu faire un balado beaucoup plus long. Un deuxième balado. Un deuxième Alors, la dernière balado. fois. Mais je pense qu'on a quand même fait un bon survol avec Heather. Je suis d'accord. Heather, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avant de finir? Je veux juste mettre en valeur, je pense que vous avez bien mentionné qu'il y a beaucoup de liens entre les deux rives et les vues aussi. Les vues du côté Gatineau, on oublie parfois quand on s'en va par là et on regarde les chutes rideaux, le Parlement, quoi. C'est merveilleux. On a tellement de très, très belles vues. Et aussi, je pense, la mise en valeur, comme vous avez mentionné, c'est tellement important, mais aussi mise en valeur de l'histoire autochtone aussi, hein, parce que maintenant, je pense que beaucoup de fois, surtout dans le domaine de conservation de patrimoine, on vise, comme vous avez dit, sur des choses qu'on peut voir, les bâtiments qui existent, mais de plus en plus, on essaie de maintenant collaborer aussi avec les communautés autochtones parce qu'il y a tellement d'histoires, les 8000 ans d'histoire, et par exemple, dans le parc Lac-Limy maintenant, où nos collègues en archéologie font beaucoup de fouilles, et il y a en fait en ce moment des fouilles publiques qui sont en marche, mais où les gens discutent et parlent de tellement d'artefacts qui existent, qui ont plusieurs mille d'années. Alors ça, c'est un autre aspect que je pense qu'au fur et à mesure, on va essayer de travailler pour mettre en valeur. On le voit dans la toponymie. Mais oui. Et je donnais l'exemple, le parc à Binan, là, dans mes visites guidées, ça me permet de faire le lien, de rappeler, puis on a des beaux panneaux d'interprétation. Puis il y a aussi une sculpture de Simon Bois-Coupé. C'est un panier là, qui était très important pour les cultures et c'était la première commande que la ville de Gatineau faisait auprès d'un autochtone. Alors, les gens sont intéressés par ce genre d'histoire. Juste pour conclure, peut-être, j'avais juste une petite question parce que j'ai entendu parler, juste en parlant on a parlé beaucoup d'industrie de bois, mais vous avez une connexion familiale avec quelqu'un de fameux dans l'industrie, Joe Monferrand? Ben, tout à fait. Je suis un lointain cousin de Joe Monferrand, qui est, on le disait, le roi de la rivière des Outaouais, grand défenseur des Canadiens français contre les Irlandais. Et c'est là qu'aurait eu lieu en 1829 sur le pont des Chaudières aujourd'hui, la plus grande bataille qu'il y aurait jamais eu dans la région, où mon petit cousin aurait défait à lui seul plus de 150 Shiners, des fiers à bras irlandais qui avaient décidé de le tuer ce soir-là. Joe Monferrand était un géant. Qui mesurait 1,93 m, Wow. 6 pieds et 3 et 4, là. Et je n'ai pas ce gène-là du tout, mais il y a une explication. Moi, je suis parent du côté de la mère. Alors, la grandeur et la force venaient du père et toutes les belles qualités de Joe Monferrand venaient du père. Alors, Joe Monferrand est ici de 1827 à 1857, l'année où la reine Victoria et ses conseillers ont choisi Ottawa comme capitale. Mais rappelons que Joe Monferrand, c'est une des plus grandes figures légendaires du Canada français et la plus grande figure de la région, mais qui est connue aussi sous le nom de Joe Moffra. Et on ne réalise pas que c'est Joe Monferrand. Mais oui. Très bien. Parfait. Alors, je voudrais dire merci beaucoup, Michel, Heather. C'était une discussion très, très intéressante. Alors, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Voilà qui termine cet épisode de Histoire de la capitale. Retrouvez-nous lors de notre prochain épisode, alors que nous parlerons des grandes réussites, des défis et imaginerons l'évolution de la région de la capitale nationale. Merci de nous avoir écoutés.